Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. La situation sécuritaire au Mali a maintenant atteint un niveau critique. C'est le constat de l'expert indépendant des droits de l'homme de l'ONU, Alioune Tine, après une visite dans le pays. Il estime aussi que cette situation va s'empirer avec une présence limitée des institutions de l'État dans certaines régions du pays. Et au même moment, certains Maliens se posent des questions aujourd'hui sur la situation de Kidal et la présence des forces étrangères dans le pays. Quel est le problème par rapport à la stabilisation du Mali aujourd'hui? Quelles peuvent être les solutions? Le Grand Dialogue donne la parole aux auditeurs ainsi qu'à vous, les téléspectateurs, et aussi des experts pour s'informer afin de comprendre et dialoguer pour s'entendre. Nos invités aujourd'hui sont André Bourgeot, anthropologue, chercheur au Centre national de recherche scientifique CNRS de Paris. Il est au téléphone. Serge Daniel, journaliste, écrivain sur ce plateau. Et Baba Dakono, chercheur à l'Institut d'études de sécurité ISS de Bamako. Je suis Mohamedou Touré. Chers invités, bonsoir à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Alors, Serge Daniel, la première question, le thème du Grand Dialogue. Quelle analyse des dernières évolutions de la situation sécuritaire au Mali? Il faut quand même relativiser les choses, je crois. Vous voyez, dans le centre, par exemple, dans le delta intérieur, il y a moins d'attaques qu'il y a 6 mois. Peut-être qu'on en parlera. Il y a des dynamiques, de mon point de vue local, qui font que, visiblement, il y a un gentleman agreement entre les groupes armés ou les groupes de Koufa. Mais tant si le Nord, là aussi, quand on parle de multiplication d'attaques, si on l'insécurité permanente, il y a eu Delman, à la frontière, à Tabandkor, c'est vrai qu'il y a des problèmes. C'est vrai que la situation reste difficile, mais je pense que la nature des attaques a peut-être un peu changé. Est-elle aussi critique que le dit l'expert indépendant? L'expert Alioune Tine, que j'aime beaucoup, il sait de quoi il parle, parce qu'il est venu ici, ça fait la 3e ou la 4e fois qu'il vit au Mali. La situation, je dirais, reste préoccupante, plutôt. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec Alioune Tine quand il dit qu'aujourd'hui, la situation a atteint un niveau critique? Je pense que ce serait peut-être je poserai la question autrement, parce que Alioune Tine, son rapport, il repose sur une enquête qu'il a menée sur le terrain, et le caractère indépendant de ce rapport permet d'accorder du crédit à ce qui est mis en avant dans ce rapport-là. Et au-delà de ce rapport, le constat sur le terrain, c'est oui, il y a un déplacement de la menace ou un redéplacement de la menace qui ne reste pas figé sur la même localité, et l'impression, c'est que finalement, les groupes armés terroristes ou qualifiés de terroristes semblent avoir cette possibilité à imposer leur agenda aux différents décideurs, que ce soit nationaux ou internationaux. À un moment, la crise s'est intensifiée au centre, et ça a été lié à l'instrumentalisation, à l'activisme de ces groupes dans le centre. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus le nord du pays, mais on reste toujours dans cet espace appelé l'Iptako-Gourma, donc la zone des 3 frontières. Mais visiblement, c'est cet agenda-là qui est imposé par les groupes armés terroristes qui savent se jouer un peu des différents dispositifs qui sont en place. Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui rend cette situation préoccupante, comme vous le dites, Serge Daniel? Moi, je reste persuadé qu'on a d'abord un problème de gouvernance. On ne peut plus gouverner, administrer nos contrées comme on le faisait il y a 20 ans. Vous voyez que récemment, j'étais à Mopti, enfin pas récemment, il y a 2 ou 3 mois, et je voyais des populations déplacées, ça m'a beaucoup frappé, qui disaient, mais notre problème, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, nous, la MINUSMA, les forces étrangères, viennent de passer dans notre village. Et quand ils viennent, le village est sécurisé. Mais le problème, c'est que dès qu'elles partent, vous avez les djihadistes qui arrivent, qui nous tapent, qui nous frappent en disant, pourquoi vous acceptez que les forces arrivent? Donc, nous ne voulons plus les forces. L'État n'est pas partout. Je pense que c'est au centre notamment l'une des principales raisons. On ne peut plus avoir l'administration partout, mais faut-il une administration nomade, semi-nomade? Je ne sais pas, moi je ne suis pas aux affaires, mais je pense que sur ce plan, on n'a pas encore trouvé la solution. Il y a eu un déploiement de préfets, de sous-préfets, vous vous souvenez, ils étaient 200 et quelques dans le centre, mais malgré ça, cela ne va pas. Ça veut dire que notre mode de gestion, d'administration, ne fonctionne toujours pas. Si vous allez à Toguéré, c'est une localité qui était par exemple contrôlée à un moment par les djihadistes. Je suis allé avec le Premier ministre Soumeilou Boubé Maïga à l'époque, on est parti par avion.
Aujourd'hui, les djihadistes ont levé le siège sans qu'il y ait eu un seul coup de feu tiré. Ça veut dire qu'il y a des dynamiques locales qu'il faut peut-être approfondir pour pouvoir, je dirais, pas régler le problème, mais apaiser plutôt la situation. Est-ce que vous partagez cette analyse de Serge par rapport aux causes de cette situation sécuritaire? Je pense qu'au-delà des causes, il évoque une dimension importante dans la résolution ou le règlement de la crise sécuritaire de façon générale, qui est aujourd'hui l'implication des acteurs communautaires, que finalement au niveau local, les différents leviers qui existent soient pris en compte et dans la réflexion et dans la mise en œuvre des solutions. C'est important parce que on sait qu'il y a différents ressorts, on sait qu'il y a des régulateurs sociaux au niveau de la plupart de ces communautés, mais on sait également que beaucoup de solutions sont envisagées, sont d'abord pensées, envisagées et mises en œuvre souvent en dehors de la participation et de l'implication de ces communautés. Si finalement on parvient à les impliquer davantage, pas seulement du point de vue du partage d'informations ou de renseignements, mais dans la compréhension même des phénomènes, parce que vous parliez de causes tout à l'heure, l'une des dynamiques sur lesquelles se construit ou prospère l'insécurité, c'est aussi le fait qu'on ne comprend toujours pas les phénomènes toujours à l'œuvre. Donc la compréhension pourrait venir des communautés qui ont souvent une compréhension décalée avec les décideurs au plan national, mais également au plan international. Concernant la gouvernance, Serge en a parlé, vous l'avez évoqué également. Certains se posent la question aujourd'hui par rapport à la présence des forces étrangères au Mali. Vous, quelle analyse faites-vous de la présence des forces étrangères dans le pays? La présence des forces étrangères au Mali est née d'une volonté d'abord des autorités maliennes d'avoir cette présence. Elle est aussi née d'un constat que le Mali seul ne pouvait faire face à la crise sécuritaire qui frappe le pays. Et ça ne remonte pas à 2012 ou à 2013, c'est bien avant, depuis l'époque du président Touré. Il n'a cessé d'appeler à l'unité d'action au niveau régional, mais avec l'appui de la communauté internationale, parce qu'il avait jugé à l'époque que cette menace est telle que le Mali seul ne pouvait faire face, et le caractère transnational qui s'est confirmé et qui continue à se confirmer, notamment en 2017 avec la création du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui agit un peu au-delà des frontières maliennes, burkinabées et nigériennes. Donc tout ça milite en faveur aujourd'hui de solutions beaucoup plus régionales, mais au-delà d'implication des autres États. Mais comme on sait que la plupart de ces États ont des moyens limités et que la menace elle est beaucoup plus collective, parce que le Sahel, au-delà de la rhétorique répandue, le fait que ce soit une digue, le Sahel c'est aussi des enjeux économiques. Je ne parle pas des industries extractives, mais je parle d'enjeux économiques du fait qu'il existe beaucoup de multinationales dans le Sahel, ou au niveau des voisins immédiats du Sahel, à l'exemple du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, il existe de nombreux ressortissants. Donc aujourd'hui, ne serait-ce que la garantie de la sécurité de ces investissements ou de ces ressortissants, la sécurité au Sahel, elle est importante et ça devient une question de sécurité collective et donc qui implique des réponses collectives, donc qui demandent l'accompagnement de la communauté internationale. Maintenant, l'analyse, est-ce que cette réponse est suffisante? Visiblement non, mais est-ce qu'elle est nécessaire? Oui. Pensez-vous qu'elle est nécessaire également, Serge? Elle est indispensable, parce qu'il faut dire les choses qu'elles sont. D'abord, les forces étrangères ne sont pas venues d'elles-mêmes, c'est parce que nous avons eu besoin, à l'époque, Mais dans ce qui est important, c'est cette rencontre de clarification, de mon point de vue, qui va... Pourquoi vous pensez aujourd'hui que ces forces internationales sont indispensables? Parce que si Barkhane s'en va demain, si les Nations Unies s'en vont demain, les djihadistes vont reconquérir une bonne partie du territoire national, pour parler brutalement. Il y a ce que la Vox Populi dit, monsieur. C'est normal. Parce que la Vox Populi, c'est quoi? C'est le citoyen lambda qui est dans une localité où à 100 km à la ronde, il n'y a pas d'administration, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'hôpital, qui dit, écoutez, pourquoi ces forces sont là si elles ne sont pas capables qu'elles partent? Oui, elles ont le droit de le dire, parce que c'est un sentiment élémentaire, c'est un sentiment naturel. Mais nous devons prendre la hauteur et voir la situation. Si vous avez aujourd'hui Barkhane qui s'en va, si vous avez la MINUSMA qui s'en va, je suis désolé de le dire, les djihadistes vont reprendre du terrain. Pensez-vous la même chose, Baba Dakono? Non seulement il y a ce risque, on parle de façon tout à fait hypothétique, il y a le risque,
la menace atteigne Bamako et même au-delà, mais d'autres risques beaucoup plus importants peuvent y découler parce qu'aujourd'hui, la menace sécuritaire, elle n'est pas liée qu'à l'activisme des groupes qualifiés de terroristes. Il y a également toute la criminalité organisée transnationale. Il y a aussi le rétablissement de l'État, parce qu'on semble l'oublier souvent, mais la crise de 2012 a révélé un certain nombre de choses, dont le fait que finalement l'État du Mali était très faible, même si on le sentait, la crise a fini par démontrer ça, mais également qu'il existait des problèmes structurels, des problèmes d'équipement au sein du dispositif militaire même du pays. Donc il fallait en même temps faire une réforme de l'État, mais aussi une réforme des services de défense et de sécurité. Mais depuis cette époque, vous vous souvenez, il n'y a presque pas eu de répit. Donc c'est que ça voulait dire, ça rappelle un peu l'algorithme de la voiture qu'il faut réparer tout en roulant. Donc c'est qu'on n'est pas parvenu à faire jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, on est presque, si on justifie l'intervention étrangère en 2012, il ne faut pas oublier qu'on est presque dans la même situation. Il y a sur Facebook Badia Al-Badia qui pose une question. Qu'est-ce qui peut expliquer, selon lui, la cause de l'impopularité de la force française au Mali ? Elle repose sur beaucoup de facteurs. Mais premièrement, il faut relativiser quand même cette impopularité. C'est vrai qu'à Bamako, ici, qui cristallise l'attention, de plus en plus, on entend de gens qui sont contre l'intervention française ou l'intervention étrangère tout court. Et ce sont des voix très audibles qui donnent l'impression que c'est une opinion majoritaire dans le pays. Quand on se rapproche des théâtres d'opération, c'est vrai que là-bas, les gens ne sont pas totalement satisfaits de l'intervention étrangère. Ils vous diront qu'il y a des choses à améliorer, il y a des choses à faire, mais ils vous diront tout de suite, mais sans ces gens, ça va être pire. Donc, il faut d'abord nuancer ça. Ensuite, ce sentiment ce sentiment de rejet de l'intervention étrangère s'explique d'abord par la durée de cette crise. Ça fait quand même 6 ans et les gens voient très peu d'effets positifs liés à cette intervention militaire. Mais j'ai le sentiment qu'au-delà des forces étrangères, c'est un sentiment même ou une perception d'échec de toutes les options militaires qui sont là. Les gens prennent de plus en plus conscience qu'au niveau national, je crois que le ministre de la Défense l'a confirmé, les choses sont extrêmement difficiles et les gens ont le sentiment que même la force étrangère ne peut faire face, en tout cas d'un point de vue strictement militaire, à cette menace-là. Donc, chez certaines personnes, c'est beaucoup plus un sentiment d'échec de la solution militaire. Mais chez d'autres, et ça se comprend tout à fait, c'est l'agacement, c'est l'essoufflement. D'accord. Vous savez, les capitales, il y a une expression que j'aime bien. En Afrique, généralement, vous êtes élu grâce au vote de l'intérieur et vous tombez avec la colère de la capitale. Donc c'est grossissant, le fait grossissant dans la capitale, c'est de dire il y a des manifestations qu'on voit, etc. Ça c'est important, il faut faire attention à cela, mais cela n'est pas que cela. La deuxième chose, et je partage votre point de vue, c'est la durée. Ils sont là depuis 2012. Le véritable problème, c'est qu'on n'a pas eu la suite de Serval. Serval n'a pas combattu les djihadistes. Serval a stoppé la descente des djihadistes vers le sud. Maintenant, il n'y a pas eu de force tout de suite pour combattre les terroristes, aller les chercher à la fourchette, à l'escargot. Mais quand vous écoutez quand même la Vox Populi, et vous ne l'avez pas dit... Justement, permettez que je pose la question de Kalogampa, parce que vous estimez qu'avec le départ des forces étrangères, la situation va s'empirer. Alors lui, il se demande, les questions relatives à la sécurité au Mali posent un véritable problème. Ainsi, quel rôle concret jouent les forces étrangères dans la résolution de la crise sécuritaire au Mali? C'est simple, le Barkhane est là pour les terroristes, donc des actions ponctuelles contre les terroristes. La MINUSMA est là pour la stabilisation, donc n'a pas mandat pour combattre les terroristes. Vous avez l'armée malienne qui est en train de se reconstruire, le G5 qui est en train de se reconstruire. Mais ce que je vous l'ai dit était très important. Oui, mais ils sont là pour ces différents rôles. Mais quel est le résultat, de leur mission? Mais vous voyez, il y a des milliers, des centaines de terroristes qui sont tués. Ça, c'est évident. Il y a un autre aspect qu'on ne voit pas assez ou dont on ne parle pas assez, c'est quand même le côté humanitaire. Mais je suis d'accord avec les populations, avec la Vox Populi, je le répète,
ce que les gens disent, c'est qu'il y a 1 millier de terroristes dans le Sahel, moins d'1 millier de terroristes. De l'autre côté, vous avez plus de 12 000 forces, plus de 20 000 forces, avec des avions, avec des tanks, et on ne voit pas le bout du tunnel. Justement, parce que vous avez parlé des terroristes qui ont été tués, il se pose la question combien tous ces civils et ces militaires également peuvent mourir avec la présence de toutes ces forces. Oui, quand il y a une guerre, il y a toujours des morts de chaque côté, ça c'est évident. Mais je pense que vous serez mieux inspiré de poser cette question directement à Barkhane, parce que je ne suis pas le porte-parole ni de Barkhane ni de la MINUSMA. Ce que je voulais ajouter par rapport à cette levée parfois de bouclier de la Vox Populi, c'est le cas de Kidal, on l'a oublié. Le sentiment que les gens, j'en aurais terminé quand vous échangez avec eux, c'est de dire... parce que les militaires français sont allés à Kidal sans l'armée malienne, ça cache quelque chose. C'est ce que dit la Vox Populi. Ce qui fait que ça rend quand même un peu impopulaire aux yeux de l'opinion publique la présence des forces comme Barkhane, comme la MINUSMA. Mais vous avez quand même, la dernière fois, vous avez vu comment le ministre de la Défense s'est exprimé devant le Parlement. C'était clair. Et c'est pourtant c'est un expert, nous avons besoin de ces forces. Il avait même commencé par cela. C'est à nous-mêmes d'assurer notre sécurité d'abord. Si ces forces sont là, c'est parce que nous ne pouvons pas assurer notre sécurité. Et voilà. Donc, ce que je souhaiterais, et pour terminer, c'est une meilleure coordination des actions entre Barkhane, l'armée malienne, le G5 et la MINUSMA, parce que de ce point de vue, j'ai l'impression que tous les efforts n'ont pas été faits. Et Kalogampa pose une autre question. L'exécutif n'a-t-il pas une part de responsabilité dans la recrudescence de la violence ? Les responsabilités sont partagées. Et d'ailleurs, peut-être je profite pour éclaircir cette position que je tiens depuis quelques semaines. C'est le fait que ce qui a manqué dans le rôle des missions internationales dans le pays, c'est vrai que c'était un peu l'autre pendant de la mission de la MINUSMA et qui devrait être aussi l'autre pendant des autres missions telles que Barkhane, c'est la responsabilisation de l'État du Mali dans le cadre de la sécurité de son territoire. C'est que c'était important, 2013, que la menace soit stoppée. C'était important d'essayer de juguler cette menace, mais parallèlement, je pense que la mission, par exemple, de l'UTM avait cet objectif, mais ça devait être soutenu politiquement. C'est-à-dire, la question de restaurer l'intégrité du territoire, elle est vaste, elle est abstraite, mais de façon concrète, il fallait faire en sorte que le pays, l'État du Mali, soit responsable concrètement de la sécurité. Et pour ce faire, il fallait travailler au renforcement de l'outil sécuritaire et militaire, il fallait travailler au relèvement politique. Malheureusement, ce qui s'est passé en 2018 et ce qui se passe aujourd'hui avec les questions de dialogue national prouve que, au plan politique, on a eu très peu d'avancées. Les questions de gouvernance qui étaient décrites il y a quelques années restent au cœur, vous l'avez vu, du débat national. Donc, ce sont quelques éléments qui ont peut-être manqué, malgré le fait que des enseignements aient été tirés. Mais je voudrais rebondir sur la dernière partie du propos de Serge Daniel tout à l'heure, sur la coordination entre les différentes forces. Je pense qu'avant même la coordination, la définition et la clarification du mandat de chacune de ces forces, elle est importante. Parce que je me rappelle depuis 2014, quand on menait une étude sur les questions de développement dans le pays, on s'est rendu compte en discutant avec les différents acteurs que la question sécuritaire restait presque marginale dans tout le dispositif. C'est-à-dire à l'époque, on n'avait pas une présence, et c'est toujours le cas, une présence effective de l'armée partout, parce que l'armée, finalement, à raison de la crise sécuritaire, est devenue l'acteur sécuritaire qui, principalement, ne l'est pas. Les questions sécuritaires sont gérées par les acteurs sécuritaires qui sont connus. L'armée gère les questions de défense. Mais la crise a fait que l'armée est au premier plan des questions sécuritaires, sans une présence partout et sans souvent la capacité de prendre en charge ces questions sécuritaires-là. C'est peut-être pourquoi on parle souvent de violation des droits de l'homme. Donc, Barkhane ne le fait pas, la MINUSMA ne le fait pas, l'armée malienne qui occupe la question sécuritaire n'est pas présente partout. Donc, on avait l'impression que la question sécuritaire était quand même restée marginale. Donc, aujourd'hui, tout de suite, en discutant avec les gens de Barkhane, ils vous diront, nous, notre mandat, c'est lutter contre les groupes armés terroristes. Alors qu'on sait que la menace sécuritaire repose sur autre chose. On a parlé, par exemple, de criminalité organisée transnationale. On sait qu'il y a beaucoup de trafic qui s'opère dans ces localités. La MINUSMA s'est accompagné la restauration de l'autorité de l'État du Mali en garantissant la fin de la belligérance entre les différents protagonistes, donc les groupes armés signataires et le gouvernement malien. Donc, visiblement, on a besoin de clarification, d'abord de définition des gaps
dans l'accomplissement des différents mandats et sur la base de la définition de ces gaps-là, des angles morts, de redéfinir le mandat de chacun des acteurs. Justement, est-ce qu'aujourd'hui on sait qui contrôle, qui gère, qui dirige toutes ces opérations, que ce soit au niveau de l'armée malienne, des forces étrangères, où chacun mène ses opérations comme ça? Alors, je ne peux pas vous dire, parce que je ne suis pas un expert et je n'ai pas, les oreilles collées à chaque état-major. Je pense qu'il y a 3 choses. Sur les Nations Unies, par exemple, il y a, me semble-t-il, une meilleure coordination entre la MINUSMA et Barkhane qu'une meilleure coordination entre Barkhane, la MINUSMA et l'armée malienne. On voit des images, on voit des cérémonies, on voit des missions effectuées ensemble, Barkhane, armée malienne, MINUSMA, armée malienne. Mais mon sentiment, je dis bien mon sentiment, c'est que la MINUSMA, il y a plus un meilleur maillage du terrain entre la MINUSMA, c'est-à-dire les casques bleus, et Barkhane, qu'avec l'armée malienne. Mais là, c'est vraiment un sentiment parce que je n'ai pas d'éléments probants pour avancer. Et il y a Tidiane Sangaré sur Facebook qui demande pourquoi les attaques sont aujourd'hui plus fréquentes dans le centre que la zone de Kidal. Cet état de fait n'est-il pas une manière de faire préoccuper l'État malien et permettre à la CEMA de mieux s'armer? Je n'ai pas le sentiment. La CEMA, pour s'armer, n'a pas besoin que la crise s'aggrave au centre. Le problème du centre, c'est qu'à un moment, tous les groupes sont venus se servir. Ça, c'est Yad, la politique de Yad Arali à l'époque, si vous permettez. C'est-à-dire que lorsqu'il a fini avec Kidal, Gao, Tombouctou, il s'est dit, je vais prendre mon petit. Et ce que je vais faire, c'est que je vais former les fils de cette localité pour leur dire, et c'est ce qu'il a fait avec Koufa, ils ont été se former vers Bambara Baoudé militairement, je veux dire, pour dire, écoutez-moi, vous voyez, moi je suis de Kidal, mais je veux que le centre vous revienne. Donc tous les groupes armés se sont servis au centre. Donc la situation s'est dégénérée, forcément. Mais la situation s'est dégénérée, mais la crise ne s'était pas métastasée au centre à un moment. C'est une question de gouvernance de mon point de vue. Une question de gouvernance, vous l'avez vu, le Burkina Faso qui est à côté, on n'a pas fait un meilleur maillage, à mon avis, du territoire avec le Burkina, et donc la situation s'est dégradée. Alors, Baba Dakono, aujourd'hui, il y a Mahamadou Djanka qui demande la dégradation continue de la situation ne résulte-t-elle pas de notre débâcle? Ce sont ces mots de mai 2014 à Kidal. Ce n'est pas l'origine de la situation, mais c'est certes un tournant décisif parce que on avait, c'est d'ailleurs, il faut le rappeler, mai 2014, c'est ce qui a encouragé les pourparlers inclusifs. Il faut avoir aussi le courage de l'évoquer et le courage de pousser la réflexion sur ça parce que avant mai 2014, il était planifié un dispositif qui devrait permettre, après l'élection présidentielle telle que prévue par l'accord préliminaire d'Ouaga, des pourparlers inclusifs qui n'avait pas été fait. Je pense que mai 2014, ça a permis, ça a consacré une sorte de changement ou de confirmation de rapport de force en défaveur à l'époque du gouvernement malien. Et on se rappelle les conditions dans lesquelles le cessez-le-feu a été obtenu. Donc mai 2014, ce n'est pas l'origine, mais c'est peut-être un tournant révélateur de toute la difficulté, de tous les défis qui existent autour de la restructuration et du renforcement de capacité de l'outil de défense et de sécurité. Serge, Madame Diarra demande si réellement la CEMA et la France sont de bonne foi, pourquoi interdire selon lui la présence des FAMA à Kidal? Non, mais ça c'est une bonne question. Moi, c'est pas pourquoi interdire la présence des FAMA à Kidal. Pourquoi on n'est pas allé à Kidal avec les FAMA? On aurait pu commencer par là. Mais aujourd'hui, vous avez l'accord de paix d'Alger, l'accord de paix d'Alger qui fixe les conditions d'une armée réunifiée. Comment ça s'appelle? La nouvelle armée réunifiée. Je ne sais plus tellement l'expression. Donc sur ça, il faut une nouvelle armée pour aller à Kidal. C'est ce que dit l'accord de paix d'Alger, c'est pas moi qui le dis. Voilà. Quel est votre point de vue sur cette question, Baba Dakono? C'est vrai que la question de Kidal nourrit beaucoup de suspicions. Et je crois que Serge l'a rappelé tout à l'heure, que ça fait partie de l'un des points de friction qui nourrit aujourd'hui le sentiment qui n'est finalement pas anti-français, mais beaucoup plus anti-politique française. Et ça repose principalement sur le statut de Kidal. Alors, ceux qui soutiennent cette posture expliquent que la plupart des attaques sont préparées à partir de Kidal. Kidal constitue une base arrière. Et ça se justifie
défi quand on sait qu'il n'y a pas véritablement de présence étatique, donc de présence effective, que ce soit au niveau de l'administration, que ce soit au niveau des forces de défense et de sécurité. Mais ça ne doit pas occulter toute la complexité du problème qui, Serge l'a rappelé tout à l'heure, comprend l'endogénéisation de cette menace. Aujourd'hui, c'est vrai que le statut de Kidal est problématique, c'est vrai que ça cristallise l'attention et c'est tout à fait normal que toutes ces années après, qu'on puisse avoir une présence effective de l'armée là-bas, mais tous les problèmes ne se résument pas à Kidal. Et il y a Madani Diarra qui demande encore, non, Abdoulaye Akronsaï, pardon, êtes-vous sûr que la France mène une opération claire dans le nord du Mali? Qui vous pose? Il s'appelle comme ça? Il s'appelle Abdoulaye Akronsaï. On peut lui parler là ou pas? On ne peut pas. Malheureusement, on ne peut pas lui parler. Parler, il entendra. Je suis sûr que c'est lui qui a posé sa question. Il est en train d'écouter l'émission. Est-ce que la France mène une opération claire dans le nord du Mali? C'est sa question. Mais la France dit qu'elle mène une opération claire. Chacun a son point de vue. Mon sentiment, je vais vous le dire, il y a forcément de la géostratégie. Les pays n'ont pas d'amis, les pays ont des intérêts. Mais si la France est ici, c'est d'abord aussi parce que la France a besoin d'être ici. Oui, mais quand vous analysez la situation, est-ce que vous pensez que l'opération menée par la France au nord du Mali est claire? C'est une opération claire. D'accord. Est-ce que, Baba Dakono, vous pensez que l'opération elle est claire? C'est sa question. Je pense que la clarté de l'opération dépend du mandat et des termes qui avaient été fixés. Mais ce n'est pas totalement un problème de clarté de l'opération ou pas, mais c'est un problème d'information et de communication et de compréhension du mandat de cette opération-là. Autant à l'époque, c'était compris par tout le monde, la France devait intervenir pour stopper la descente des groupes qualifiés de terroristes vers le sud du pays. Autant depuis la mutation de Serval à Barkhane, les gens ne savent pas exactement. C'est-à-dire, on était tombé finalement dans une opération régionale. Les gens ne savent pas exactement à quoi consiste le caractère. On l'a rappelé tout à l'heure, c'est de lutter contre les groupes armés terroristes. Et les gens ne comprennent pas que cette opération, parce que il faut aussi le dire, l'idéal ou dans la conscience collective, la compréhension collective, c'est que la France est une puissance militaire. La France dispose de moyens militaires importants. La France dit avoir déployé 4500 militaires dans le Sahel dans le cadre de cette opération Barkhane. Donc les gens ne comprennent pas qu'avec tous ces moyens, avec tous ces équipements, la France ne parvient pas à mettre fin à cette insécurité caractérisée par les groupes armés terroristes. Donc ça, c'est l'un des éléments qui nourrit la suspicion véritablement. Mais après, il y a toute l'instrumentalisation qui se fait derrière. Et n'oublions pas que si aujourd'hui, la montée en puissance de sentiments anti-français, c'est presque une demi-victoire pour ces groupes armés qualifiés de terroristes. Parce que leur discours, le discours qu'ils promettent, c'est et faites en sorte que nous ne voulons pas de la présence étrangère. Que cette volonté des groupes... Est-ce vraiment un sentiment anti-français ou anti-politique française? C'est ce que j'ai dit. Finalement, c'est beaucoup plus un sentiment anti-politique française qu'un sentiment anti-français. Et c'est fondé sur les facteurs dont on a parlé, dont le statut de Kidal, la perception que la France peut faire mieux, parce que c'est ce que j'ai dit, dans l'imaginaire collectif, la France est une puissance militaire. Donc, ça a été rappelé au début de l'émission, pour moins d'1 million de terroristes, les gens ne comprennent pas ou ne veulent pas accepter que la France ne peut pas mettre fin à cette menace caractérisée par la présence des groupes terroristes. Pour plus de clarté... Mahamadou Sanogo vous adresse une question. Ma question s'adresse à M. Cher Daniel Ditil. Il a l'habitude de dire qu'on ne sous-traite pas la sécurité. Est-ce que l'entrée des FAMA à Kidal doit être conditionnée à quoi que ce soit? Oui, parce que le problème aujourd'hui, le problème n'est pas de rentrer à Kidal. Le problème, c'est de rentrer à Kidal, de contrôler à Kidal, de vivre à Kidal. L'armée malienne ne peut-elle pas le faire? C'est pas facile, parce que vous avez l'hostilité des populations. Vous avez à Kidal, je suis allé à Kidal il y a quelques mois. Je reviens encore sur sa question. Il le dit, vous avez l'habitude de le dire, on ne sous-traite pas sa sécurité. Oui. Alors pourquoi l'armée n'arrive pas à entrer à Kidal? Mais parce qu'elle ne peut pas. Elle peut rentrer. L'armée malienne, aujourd'hui, si elle décide de rentrer à Kidal, elle peut rentrer à Kidal. Mais le problème n'est pas de rentrer à Kidal, le problème est de rester à Kidal, de contrôler Kidal et d'être accepté à Kidal. Et pourquoi vous pensez que l'armée n'est pas capable de le faire? Mais tout simplement parce que, laissez-moi parler, je vais vous le dire. En 2012, vous avez des enfants qui avaient 10 ans, 12 ans. Ils ont été élevés dans l'esprit de Azawad Yes Malino. Et de l'autre côté, vous avez d'autres qui sont autonomistes, peut-être autonomistes, mais qui se sentent maliens. Donc, c'est pas une armée, c'est pas des gens qui sont
si vous allez à Kidal, ce ne sont pas des gens qui vont être acceptés. Donc l'idée, c'est de pouvoir rentrer dedans comme par le chat d'une aiguille, et non d'aller par force. C'est le problème de l'armée malienne, c'est pas d'aller rentrer à Kidal. L'armée malienne, si elle veut demain, elle peut rentrer à Kidal. Mais rentrer à Kidal, rester à Kidal, administrer à Kidal, parce que si elle va à Kidal, c'est d'abord pour les populations. Kidal n'est pas un poulailler. Kidal, on ne peut pas vouloir de Kidal sans ses habitants. Je ne sais pas si vous voyez. Donc si elle y va, c'est pour faire respecter l'ordre, c'est pour faire respecter la discipline, c'est pour installer les institutions, etc. Donc ce que je dis, c'est que oui, elle peut aller à Kidal, mais elle ne peut pas, de mon point de vue, actuellement, aujourd'hui, elle ne peut pas contrôler Kidal parce qu'il y aura une hostilité tout de suite. Est-ce que vous pensez, comme Serge, que l'armée ne pourra pas contrôler Kidal? Moi, je poserais le problème ou la question autrement. Moi, je pense que je le poserais autrement. Je ne dirais pas ne pourrait pas. Pour moi, c'est un devoir pour l'armée. Et puisque la question devient problématique, le devoir il devient beaucoup plus pesant sur les autorités, mais également dans la conscience collective. Donc, aujourd'hui, c'est une absolue nécessité pour garantir cette question d'unité nationale, mais également pour préserver les rapports fonctionnels entre les différentes parties, que l'armée soit présente. Donc pour moi, ce n'est pas seulement une question de est-ce qu'elle peut, mais pour moi, c'est une question de devoir. Il y a ce devoir-là. Mais une autre question, on parlait tout de suite du sentiment sur la politique anti-français ou anti-politique française. Il y a également ce péché originel par rapport à l'entrée de la progression des militaires de l'opération Serval, où Kidal a été géré différemment par rapport aux autres. Donc, depuis cette période, les suspicions sont nées. Donc, c'est ce péché originel qui sous-tend également cette perception que la France n'est pas claire avec le Mali par rapport à Kidal. Par rapport à Abdoulaye rapidement, qui pose la question, j'aimerais bien qu'il pose la question un jour à l'armée, puisqu'il y a un service de presse, pourquoi vous n'allez pas à Kidal? Il verra la réponse. Alors, Maliki Diallo, je crois que le ministre de la Défense a répondu, qui est l'accord. Devant l'Assemblée nationale. Oui. Qu'est-ce qui explique l'accalmie au Niger et la recrudescence des violences au Mali et au Burkina Faso? C'est la question de Maliki Diallo. Ça, c'est une question intelligente. Il faut savoir qu'au Burkina Faso, au Mali et au Niger, il y a, dans la zone des trois frontières, il y a ce qu'on appelait l'ex-Moujao, le mouvement pour l'unicité, le djihad en Afrique de l'Ouest, qui contrôlait à l'époque Gao, qui est devenu l'État islamique, qui fait un va-et-vient, qui joue à Jacques Ouéture avec nos armées sur tous les trois frontières. L'impression qu'on a, on l'a vu récemment, malheureusement, vers Tabankor, c'est qu'il nous faut une armée malienne plus outillée qu'actuellement. Le ministre de la Défense l'a dit la dernière fois à l'Assemblée nationale. On sait par exemple à Tabankor que lorsque les militaires nigériens sont venus vers la frontière, ils étaient dans des véhicules blindés. Et nous, la plupart du temps, on était essentiellement dans des véhicules pick-up. Donc il nous faut être plus outillés, de mon point de vue, pour pouvoir les combattre. C'est pour ça qu'on a peut-être cette faiblesse, mais cette faiblesse relative, puisque les groupes armés, les groupes terroristes, arrivent à commettre des attentats sur les autres territoires. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que dans le Liptako-Gourma, mon sentiment, c'est que les actions ne sont pas si coordonnées que cela. Il vaut mieux avoir des actions coordonnées entre les trois pays, et que si on arrive à parfaire ce dispositif, ces stratégies, on peut avoir moins d'attaques sur le territoire malien. Malik Diallo revient sur la même question en demandant: la force Barkhane priorise-t-elle le Niger pour permettre à Areva de poursuivre ses activités? Babara. L'instabilité au Mali et au Burkina est une menace tout aussi grande pour Areva que l'instabilité au Niger. Donc autant quand le Niger est instable, c'est une grande inquiétude pour Areva, autant quand c'est instable au Mali et au Burkina, c'est problématique pour Areva. Mais pour revenir à la question et en addition à ce que Serge vient de dire, deux éléments. Le premier, c'est que la politique de lutte contre ce phénomène au Niger paraît beaucoup plus holistique que la politique au Mali ou au Burkina. C'est-à-dire au Niger,
Niger, vous avez la réponse militaire, mais vous avez également d'autres types de réponses. Par exemple, à Goudou-Maria, il y a un camp de repentis. Il y a une institution, il y a un acteur institutionnel, la HACP, qui est la Haute Autorité pour la Consolidation de la Paix, qui travaille dans la résolution, le règlement, la prévention des conflits locaux dans le pays, mais qui travaille également sur cet aspect du processus au Niger. Donc, il consiste à récupérer des personnes qui étaient engagées dans les groupes. On a parlé de l'endogénisation de cette menace qui rend beaucoup plus difficile la lutte contre cette menace-là. Donc, si on parvient à extirper du rang de ces groupes des personnes, c'est toujours utile. Donc, c'est fait au Niger. Et le second élément, c'est la question politique. Elle est importante. Si vous faites une petite comparaison entre le Mali et le Burkina et le Niger, vous verrez qu'il y a eu beaucoup plus au cours de ces dernières années de stabilité politique au Niger par rapport aux deux autres pays. Le premier, le Mali, a connu une rupture institutionnelle en 2012 qui a d'ailleurs précipité les choses par rapport à l'occupation des 3 régions. Et au Burkina, en 2015, vous avez eu également une rupture violente. Et chacune de ces ruptures a induit un changement de process, un changement d'acteurs. Adi Sadiko Douman, les présidents du G5 Sahel ont l'occasion d'entrer dans l'histoire en disant à Macron de retirer ses hommes sur leur territoire. Est-ce que nos pays sont prêts pour cela? Les pays du G5 Sahel, pas que le Mali. Les pays ne sont pas prêts. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et justement, j'aurais bien voulu avoir une question sur la manière de... Serge, alors qui est prêt aujourd'hui? Qui est prêt? On ne peut pas être prêt seul. On est obligé de travailler ensemble. Macron a parlé. Les chefs d'État ont appris qu'ils ont été un peu convoqués à une conférence de presse. Avez-vous l'impression que c'était une convocation? Oui, c'est peut-être ça. Mais il y a au moins un chef d'État qui s'est exprimé récemment d'un pays voisin qui a dit « Oui, j'ai appris au cours de la conférence de presse que nous sommes invités. Le 16, je vais y aller. » Il y a quand même le canal diplomatique par lequel on peut inviter les gens. Bon, bref. Je pense qu'aujourd'hui, le G5 ne peut pas travailler seul. Mais en revanche, il ne faut pas... on critique beaucoup nos chefs d'État, nos armées, etc. Mais il faut quand même savoir que parfois, ce sont des gens qui disent la vérité à leur partenaires français. Vous vous souvenez, par exemple, l'Arabie Saoudite a donné, c'était 100 millions de dollars à un moment. Et vous savez ce qui s'est passé, par exemple? Lorsqu'il y a 100 millions de dollars, les pays du G5 disent, nous allons gérer ces fonds, mais les pays occidentaux qui nous aident disent, non, nous allons prendre ces fonds-là pour vous donner des armes. Donc, il ne faut pas penser aussi que nos pays sont si faibles que ça. Nous ne pouvons pas seuls, aujourd'hui, vaincre le terrorisme. Il nous faut l'aide internationale, j'en suis persuadé. Que pensez-vous de sa question, Baba Dakono? Est-ce que les pays du G5 Sahel sont prêts? Serge pense qu'ils ne sont pas prêts. Est-ce que vous pensez qu'ils sont prêts? Déjà, même par rapport aux 3 pays qui sont aujourd'hui dans l'épicentre de la crise, le phénomène ne se pose pas avec la même intensité. Niger, Burkina. Le phénomène ne se pose pas, ou la crise sécuritaire ne se pose pas avec la même intensité. Vous avez un pays comme le Niger qui a d'un côté le front Boko Haram et de l'autre le front État islamique dans le Grand Sahara, avec les poches de conflits qu'on voit, de conflits locaux tout autour et dans le pays. Et vous avez un pays comme la Mauritanie qui n'a pas été, je crois, dans quelques jours, la Mauritanie va célébrer l'anniversaire des 10 ans de la dernière attaque terroriste perpétrée dans le pays. Et vous avez le Tchad qui est loin de toutes ces questions d'Al-Qaïda, de État islamique dans le Grand Sahara, mais qui est beaucoup plus confronté à Boko Haram, donc qui est beaucoup plus dans la dimension bassin du lac Tchad. Donc même dans le G5, je pense que l'erreur qu'on fait et qu'on continue de le faire, c'est de considérer les problèmes au Sahel comme uniques. Le caractère régional de la menace est avéré. Il faut, et on voit même d'ailleurs que les groupes, la façon dont ils se jouent des États et des solutions, c'est qu'ils essaient même de sortir de la zone sahélienne. On a vu la dernière fois la prise d'otages au Bénin à la frontière avec le Burkina. Il y a quelques semaines, il y a eu un petit incident à la frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, on voit que ces groupes-là veulent sortir de ce cadre régional-là, donc qui militent en faveur de solutions beaucoup plus globales, mais tout en prenant en compte les spécificités. Maintenant, je pense que ça ne doit pas être une question de rapport de force G5 Sahel, partenaire qui appuie.
dès qu'on est d'accord que c'est une menace collective, les solutions doivent être collectives, l'approche doit être beaucoup plus horizontale. On ne doit pas être dans une approche de bon, nous sommes des partenaires, nous dictons ce qu'il faut faire. Mais ça dépend de la capacité des États du G5. Mais je crois que l'alternative, bon, pas une alternative, l'autre solution qui est envisagée, c'est également l'implication de la CEDEAO, de l'UEMOA, pour trouver des mécanismes parallèles de financement, mais de prise en compte de ces problèmes-là. Si elle se tenait, cette rencontre entre Emmanuel Macron et les présidents des États du G5 Sahel, est-ce que vous pensez, êtes-vous optimiste par rapport à quelque chose qui pourrait changer sur la situation sécuritaire dans l'espace G5 Sahel? Si elle se tient dans ces conditions, il faut dire oui ou non à la présence étrangère. Je ne suis pas convaincu que ça change quelque chose, parce que le problème, ce n'est pas que les gens veuillent ou pas l'intervention étrangère, c'est est-ce que l'intervention étrangère dans sa forme actuelle correspond aux réponses adaptées à la menace. Est-ce que ça permet de changer la perception, de renverser cette perception que la menace elle est beaucoup plus forte que les solutions apportées, y compris par les partenaires? C'est là les vraies questions, et c'est ce qui doit guider les débats. Parce que le sentiment anti-français ou le sentiment anti-présence des forces étrangères repose en partie sur cette perception d'inefficacité des réponses. Donc pour changer ça, renverser cette tendance, il faut que ces réponses-là soient adaptées et que des résultats visibles soient perçus. D'accord. Moi, je vois les présidents africains dire nous voulons nous-mêmes nous battre, nous voulons un appui technique, mais donnez-nous les moyens pour nous battre. C'est ce que Déby a dit ici. Le G5 veut un mandat auprès de l'ONU, le G5 n'a pas ce moyen. Et qu'est-ce que Emmanuel Macron va dire par rapport à ça? Je ne sais pas, je ne suis pas un conseiller de Macron. Mais vous venez de dire ce que vous pensez que les présidents des chefs d'État africains c'est possible qu'ils disent là. vont dire. Je pense que la France ne va pas partir. Parce que bon, elle a quand même un problème avec son opinion publique, ça c'est évident, surtout avec les 13 derniers morts. Il y en a eu aussi au Mali, au Burkina, au Niger. Je crois que ça va être une réunion de clarification. Vous ne pouvez pas nous accepter et laisser laisser des gens nous insulter. Si c'est le citoyen lambda, d'accord, mais peut-être les partis politiques de la majorité qui nous insultent, peut-être qu'on ne peut pas comprendre. Donc réunion de clarification. Mais de l'autre côté, je pense que Macron dira, nous ne sommes pas là pour rester. Peut-être qu'il le dira. Il dit, bon, nous allons vous donner un appui, mais nous, occupez-vous de votre défense. Que vous voyez. Donc une réunion de clarification qui arrive tout à fait au bon moment. Parce que, encore une fois, dans le nord du Mali, à un moment, il ne faut pas oublier, ce n'est pas parce que les forces étrangères sont là que tout est réglé. Les forces djihadistes étaient plus populaires que le mouvement indépendantiste, le MNLA, à un moment dans le nord du Mali. Il y a Mokhtar Ongoïba qui est de Yirma, de la commune de Mondoro, qui demande pourquoi la France envoie des troupes au Sahel au lieu de nous apprendre comment lutter contre le terrorisme en offrant des moyens. Parce que c'est simple, on ne peut pas, en 2012, lorsqu'ils sont arrivés, il n'y avait pas de dispositif. On a fait deux choses, on a formé, pas la France seulement, il y a l'Union européenne qui a formé, et de manière concomitante, il y avait l'intervention française. On ne pouvait rien faire sans cela. Si ces forces n'étaient pas venues, peut-être que les djihadistes seraient aujourd'hui dans la capitale malienne. Draman Sanogo demande, les forces étrangères qui sont là pour former nos soldats, est-ce que leur formation sert à quelque chose? C'est ce que j'ai dit. Il s'agissait en réalité de réparer une voiture tout sans pouvoir s'arrêter. C'est-à-dire il n'y a pas eu de répit. Et encore une fois, c'est peut-être les leçons ou les enseignements à tirer d'une compréhension de la menace ou des besoins à partir peut-être d'une capitale européenne ou à partir d'un siège régional. Donc je crois que même ceux qui sont venus pour la formation, dès les premiers mois, ont compris que le problème était beaucoup plus profond et beaucoup plus complexe que ce qu'ils pouvaient penser. Et pour revenir sur la gouvernance, il y a Nouhoum Diallo qui dit, pour moi, l'injustice reste le seul problème du Mali. L'injustice est un véritable problème. C'est certes pas le seul problème, mais c'est un véritable problème. Là encore, on va parler des questions de gouvernance, des failles ou des limites dans la gouvernance. Des achats d'équipements militaires. La gouvernance étatique qui n'est pas nouveau, mais qui persiste et qui rappelle, comme je l'ai dit au début de mon propos, le peu d'avancées qu'on a eues au plan politique. Et c'est ça qui nourrit les griefs, c'est ça qui nourrit les frustrations, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes adhèrent au discours promu par les groupes
groupes notamment qualifiés de terroristes. Alors, que faut-il faire aujourd'hui comme solution, Serge Daniel? Il n'y a pas de solution magique. Il faut changer de gouvernance. Il faut changer de gouvernance. Si on change de gouvernance, c'est qu'il y a déjà quelque chose. C'est très important. Vous avez parlé de la formation tout à l'heure. Les forces qui viennent nous faire former n'ont pas faire face à la dimension culturelle de cette formation-là. Vous savez qu'au début, à Koulikoro, ce qui se passait, on amenait des gens qui quittaient dans des endroits où il faisait moins 5 degrés, ils arrivaient à 40 degrés, ils ne pouvaient plus apprendre à quelqu'un à tirer parce qu'ils tombaient dans les pommes. La solution, ce sont d'abord des solutions nationales. Si nous n'avons pas cette prise de conscience, nous ne pouvons pas, de mon point de vue, nous en sortir. Pourtant, nous pouvons parce que nous avons des valeurs sûres dans notre pays. Et quelle est l'urgence selon vous aujourd'hui? L'appropriation de la crise au plan national. Je pense qu'on a perdu beaucoup d'années. On va continuer à en perdre si les gens ne saisissent pas. Il y a les pouvoirs publics au premier plan. Au second plan, il y a toute l'opinion nationale. C'est-à-dire que les voies de sortie de crise ne peuvent être données que par le Mali ou les États concernés par cette insécurité. Merci Baba Dakono, chercheur à l'Institut d'études de sécurité ISS de Bamako, et Serge Daniel, journaliste écrivain. Je rappelle que nous n'avons pas pu joindre notre troisième invité qui était André Bourgeot, qui devait intervenir au téléphone. Le thème de ce grand dialogue était quelle analyse des dernières évolutions de la situation sécuritaire au Mali. À la régie vidéo et audio, Gagné Kanté, Salim Douara. Je suis Mohamedou Touré. Merci à tous les auditeurs et téléspectateurs, notamment ceux qui ont posé des questions sur notre page Facebook. Vous nous écoutez sur 75 radios à travers le Mali et sur 3 télévisions, Énergie TV, Renouveau TV et Beledougou TV. Merci à tous. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.